Parlons Afrique. Bienvenue dans la Tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer. L'émission du peuple par le peuple et pour le peuple. Ici votre serviteur Jean-Luc Oumba Pakani. Je reçois dans l'émission d'aujourd'hui Madame Salimatou Ismaël, avec qui nous discuterons sur plusieurs sujets concernant l'Afrique. Et je rappelle que ce balado est une suite logique de l'émission déjà en ligne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube La Tribune pour le peuple. Cher peuple, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre l'émission. Bonjour Salimatou. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Avant de commencer aujourd'hui, on rappelle quand même qu'il y a des élections qui se passent au niveau de la République démocratique du Congo. Chers Congolais, chers compatriotes, c'est votre devoir d'aller voter. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs thématiques. On va parler de la situation des migrants. On va parler aussi de la relation de la France-Afrique. France-CFA et tout. Comme je l'ai dit, c'est une suite logique de l'émission qu'on a tournée l'autre fois. Mais commençons avec cette situation catastrophique quand même qui s'est passée la semaine dernière. Au moins 61 migrants disparus dans un naufrage au large de la Libye la semaine passée. Oui. Déjà, je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants, leurs femmes, leurs hommes également. Il s'agit en majorité de ressortissants du Nigeria, de Gambie et d'autres pays d'Afrique. Le porte-parole de l'OIM, Flavio Di Giacomo, a dit que cette année, il y a eu plus de 2250 morts en Méditerranée. C'est une situation catastrophique. C'est une situation catastrophique, en effet, mais ce n'est pas la première fois et ça devient une récurrence. Ce qui est dommage, malheureusement, c'est que ce sont la jeunesse, généralement, qui désœuvrée, ou en tout cas en perte d'espoir, qui tente le tout pour le tout, quitte à mourir dans les mers méditerranéennes. Et ma question à moi est vraiment, que font les dirigeants africains? Que font... quelle est la part, justement, de l'Union africaine pour réduire, justement, ces morts inutiles? On condamne souvent les pays tels que la France et puis l'Union européenne en disant oui, mais vous n'acceptez pas suffisamment de migrants, puis les migrants sont mal traités chez vous. J'ai envie de dire que la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils partent en premier lieu? Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à braver les dangers de la mer, les dangers effectivement de la traversée aussi, où ils sont victimes de plusieurs sévices, des rackets, trafic humain. Puis on voit ce qui se passe actuellement en Libye, on voit ce qui se passe actuellement en Tunisie. On a eu vent de ce qui s'est passé à plusieurs reprises à Melilla et Ceuta, qui sont des enclaves espagnoles, où les migrants essayent régulièrement justement de franchir les barrières et qui sont tués, aussi bien par la Guardia Civile du côté espagnol que par les forces marocaines. Et je pense que c'est un drame, parce que la jeunesse africaine, c'est un vivier, c'est des ressources pour le pays. Et si cette jeunesse s'en va ou meurt, j'aimerais entendre un peu plus la voix de l'Union africaine par rapport à ça. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est les dirigeants les responsables? En partie. Quand tu ne partages pas les richesses du pays de manière équitable, quand tu ne mets pas en place des politiques qui permettent justement à ta jeunesse de pouvoir s'insérer professionnellement et gagner une vie décente. Malheureusement, on a beaucoup d'emplois informels chez nous en Afrique. Donc c'est vraiment des petits boulots qui permettent de combler le quotidien, mais c'est pas quelque chose qui va te permettre de te projeter sur du futur et de bien vivre également. Et je pense que c'est ça, hein, quand par exemple, on vante souvent les mérites de la coopération Chine-Afrique. Ouais. Le problème de la Chine, c'est qu'il n'y a pas de transfert de compétences, premièrement, ou très peu. Puis les entreprises chinoises viennent avec leur propre main-d'œuvre. Ouais. C'est rare qu'ils emploient la main-d'œuvre locale, et quand elle est employée, elle est sous-employée ou très mal payée. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est une responsabilité de la part des gouvernants de faire en sorte que la jeunesse ait des possibilités d'avenir dans le continent, ou en tout cas dans le pays où il réside. Pardon.
Et quelle serait la solution, selon toi, aujourd'hui La solution, c'est vraiment une refonte des systèmes politiques chez nous en Afrique. C'est une place peut-être plus importante de la société civile, mais je pense que la transition viendra probablement d'une réforme du système éducatif. J'ai eu la possibilité de rencontrer plusieurs dirigeants qui sont actuellement implantés en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et qui me disent que le problème, c'est pas qu'ils ne veulent pas employer des jeunes, mais c'est qu'ils ne peuvent pas employer des jeunes africains. Pourquoi ? Parce que les savoir-faire, les compétences ne sont pas là. Et beaucoup de jeunes se sont à un moment donné spécialisés dans certaines formations qui sont peut-être plus... C'est pas qu'elles ne sont pas nécessaires, mais ce que j'ai envie de dire là, c'est que à un moment donné, moi je me souviens dans les années 2010-2012, une partie de mes amis puis de la famille au Sénégal et au Mali, tout le monde faisait des études de droit. Est-ce qu'on a tous besoin de juristes ? Quand tu vas aujourd'hui dans des facs de droit en Afrique, il y en a plein. OK. On a besoin d'autre chose. On a besoin aussi d'agronomes. On a besoin d'ingénieurs. On a besoin de ces personnes-là qui sont à même de pouvoir nourrir la population africaine. Moi, j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu le président Macky Sall aller en Russie pour aller mendier. Si je peux... Mais oui, c'est ça, soyons clairs. Si je peux utiliser ce terme-là, aller mendier le grain à Poutine en disant qu'il avait besoin que le blé sortant de l'Ukraine puisse venir alors que nous avons des terres arables. Pourquoi ces terres ne sont pas cultivées ? Pourquoi est-ce que les jeunes dénigrent ces emplois-là ? On a besoin de gens manuels également, les plombiers, les maçons. Tous ces métiers manuels qui ont été peut-être dénigrés pendant très longtemps, où tout le monde voulait avoir des emplois de bureau, être fonctionnaire, au détriment justement... C'est aussi une mentalité qui s'est installée. Alors c'est cette mentalité-là qu'il faut changer, et ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation. Parce que si tu es autosuffisant alimentairement, si les gens n'ont pas besoin de quitter chez eux pour aller émigrer, pour nourrir leur famille... Ils ne vont pas bouger, ils vont rester chez eux. En tout cas, une partie de la population va rester. Et je pense que vraiment, le drame de l'Afrique, c'est qu'on a fait penser à la jeunesse que pour pouvoir réussir, pour pouvoir devenir quelqu'un, il faut quitter ton territoire, il faut quitter chez toi. Tu peux aussi bâtir chez toi. OK. Mais toi, tu as quitté l'Afrique. Moi, je suis née en France. OK. Mais j'ai travaillé en Afrique. Ça fait... J'ai quitté, mais j'ai quand même un pied de temps en temps. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander de te présenter au début. On est allé un peu plus vite. Tu peux le faire rapidement quand même ? Oui, absolument. Écoute, je m'appelle Salimatou Ismaël Tounkara, puis je suis franco-malienne. J'ai passé ma jeunesse en France et puis... à un moment donné, dans le cadre de mes études en relations internationales à Paris, je me suis dit il fallait quand même que je m'essaye à l'international. Donc, je suis venue ici au Canada en 2012, où j'étais en certificat de coopération internationale et de développement durable à l'Université de Montréal. Et puis, au travers justement de mes expériences professionnelles, j'ai été amenée à travailler au Sénégal, dans la région de Mbour. Donc, voilà. Puis, 10 ans après, je suis de retour au Canada pour m'essayer cette fois-ci. Tu as été aussi dans le monde anglophone. Oui, j'ai vécu un certain temps en Angleterre. Une très belle expérience d'ailleurs. Très belle expérience. Tu étudies là-bas aussi ? Non, je n'étais pas étudiante en Angleterre, j'étais enseignante. J'enseignais le français la langue de Molière aux petits Britanniques. C'est très bien. Puis c'était vraiment un partage, puisque moi j'apprenais aussi la langue de Shakespeare. En même temps, oui. Alors, parlons géopolitique. Ce que je remarque, en tout cas ces derniers temps, c'est que la Russie remplace un peu la France dans ses anciennes colonies. On regarde un peu la relation qu'a la Russie aujourd'hui avec Ibrahim Traoré, le président burkinabé, avec le Mali. Est-ce que, selon toi, tu penses qu'il y a une probable relation qui naît entre la Russie et les États africains ?
Je ne pense pas que la relation naisse, puisque la relation existait déjà avant. Pendant le bloc soviétique, en période de la guerre froide, la Russie était déjà présente sur le continent africain et puis tu avais beaucoup de pays qui étaient du côté de l'ex-bloc soviétique qui appartenait au communisme, justement. Puis la Russie, dans les années 56, s'était déjà engagée auprès de l'Égypte lors du conflit du canal de Suez. Donc, c'est pas comme si la Russie arrivait subitement sur le continent africain. La Russie était déjà présente. C'est vrai que pendant un certain temps, elle a peut-être pas joué du même rôle d'influence que d'autres... Que la France, par exemple. Que la France ou même que la Chine. Mais il est certain que les pays africains essaient de diversifier leurs partenaires et ça me paraît plus ou moins légitime. Est-ce que c'est bénéfique pour l'Afrique aujourd'hui parce qu'on quitte vraiment de la France-Afrique petit à petit, moi je pense, avec des pays qui essayent de se rebeller face aux grands colons? Je pense que ce qui serait dangereux, ou en tout cas regrettable, c'est de passer d'un colon à un autre colon. Voilà. OK. Ça, je pense que ça, c'est pas une bonne chose. Néanmoins, je pense pas que les intentions de la Russie soient de coloniser, en tout cas le continent africain. Mais voilà, en tant qu'un État souverain, il essaye aussi de bénéficier de certains avantages de son absolu. On sait que nombreux sont nos pays qui bénéficient de l'or et de ressources multiples. Et les Africains ont aussi besoin alors je vais prendre le cas du Mali et du Burkina Faso que tu as mentionné précédemment. Le Mali a besoin d'armement. A besoin d'armement pour justement lutter contre le fléau du djihadisme dans la région du Sahel. Exactement. On a eu le G5 Sahel qui regroupait le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et le 5e pays, c'est la Mauritanie, qui ont récemment claqué la porte de cette institution-là. Mais le but était justement de lutter contre le djihadisme. Et on a le sentiment d'avoir un peu perdu cette lutte actuellement, où le djihadisme est toujours présent des années après l'intervention française, les interventions Barkhane, les interventions Serval également. Puis on a eu aussi le rôle de la MINUSMA qui était présente au Mali. Et la société civile s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui la cible de ces attaques-là. On sait ce qui s'est passé à Tombouctou, justement, avec la destruction des mausolées et les exactions qui ont été commises dans le Nord Mali. Il me paraît légitime, à un moment donné, de dire, voilà, avec ce partenaire, ça n'a pas fonctionné. Et c'est absolument changeant de partenaire. Mais encore une fois, tout en étant conscient que la Russie ne vient pas pour de la coopération, ne vient pas faire du développement. C'est vraiment des intérêts militaires. On vous fournit les armes, puis on a besoin aussi de ressources. Quelque chose en retour. Est-ce que ça vous convient? Certes. Donc là, il y a un deal. Je suis assez circonspecte quand je lis la presse française en disant oui, l'entreprise Wagner, ce sont des mercenaires, ce sont... OK, mais c'est pas ça le sujet. Oui, la Russie essaie de contrecarrer les projets de la France ou ainsi de suite. C'est comme si les Africains n'avaient pas leur mot à dire par rapport à... C'est comme si la France possédait l'Afrique. T'as pas le choix de ton partenaire. Mais quand la France ou quand d'autres pays comme le Canada essaient de diversifier justement ses relations diplomatiques, commerciales avec d'autres, quand il y a des accords commerciaux qui sont signés avec l'Inde ou avec le Pakistan ou avec la Chine, ça ne pose aucun souci à qui que ce soit. Mais subitement, quand l'Afrique décide, ou les Africains décident de diversifier leur partenariat, tout le monde a son mot à dire en disant oui, mais pourquoi la Russie? Oui, mais l'entreprise Wagner, ce sont des mercenaires. Comme si d'autres n'avaient pas essayé de profiter de situations X, Y, Z. Je ne sais pas si tu as suivi un peu l'actualité ces derniers jours, mais Jeune Afrique, hier, a publié un article qui disait que 5 Français ont été interpellés au Burkina Faso. Et ces 5 Français sont des membres de la DGCE, c'est-à-dire l'intelligence française. Pourquoi étaient-ils là? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc, tu as des mercenaires qui se déclarent mercenaires, puis tu as une autre manière de saboter le pays. Quand c'est dans l'intérêt de la France... On a beau nous dire que la France n'a aucun intérêt en Afrique, puis oui, effectivement,
l'apport africain est faible. J'ai envie de rappeler aux Français ou à d'autres que le président Chirac, à l'époque, avait bien mentionné que sans l'Afrique, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Et je pense que c'est important aussi de replacer ça dans le contexte, que même si bon nombre d'Africains essayent justement de s'autodéterminer, tu as ces puissances qui s'accrochent mordicus à leur précaré et qui n'ont aucun intérêt de voir justement ces États-là être pleinement autosuffisants et indépendants. Ouais, ce que tu dis, c'est pertinent. D'ailleurs, je pense que c'est le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui président sortant. On ne sait pas s'il va gagner les élections. Il est en bonne position, en tout cas. Ah ouais, ok, je commente pas là-dessus. C'est lui qui avait dit que la France puisse arrêter de regarder l'Afrique avec des yeux un peu paternalistes. Je comprends. On parle aussi de franc CFA. Parce que vous dites que oui, c'est la fin de la France-Afrique, mais les francs CFA... Moi, je n'ai pas dit que c'était la fin de la France-Afrique. Qu'est-ce que tu penses justement de ça, la France-Afrique ? Je pense qu'il est temps qu'on sorte de cette relation-là. Puis pendant très longtemps, on parle tout le temps de la France-Afrique. Moi, j'entends rarement parler des relations entre l'ancienne puissance britannique et l'Afrique. Oui. On entend toujours parler de cette relation de France-Afrique à chaque fois. Et c'est une relation conflictuelle, réellement, parce qu'on est toujours dans cette position de paternalisme. Il n'y a pas eu... On nous parle de développement, mais quand tu regardes réellement le développement des pays qui ont été colonisés par la France, ancienne puissance française, ancienne colonie française versus les pays qui ont été colonisés par le Royaume britannique, en termes de développement économique, c'est le jour et la nuit. Ouais, les anglophones, ils sont quand même au-dessus. C'est le jour et la nuit, puis la mentalité est différente. On voit que le Ghana, le Nigeria, même s'ils ont des problèmes internes, c'est des puissants Kenya, économiquement quand même. Ils sont quand même les moteurs de la croissance en Afrique, sans oublier effectivement l'Afrique du Sud. Oui. Très peu sont les pays de l'Afrique de l'Ouest qui arrivent justement à sortir la tête de l'eau alors qu'ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir justement sortir. Tu as l'entreprise nigérienne, pas nigérienne, mais tu as l'entreprise française Areva qui exploite l'uranium au Niger. Bon, tout le monde sait que dans le sous-sol malien, nous avons du pétrole, nous avons de l'or et d'autres minéraux. Cette relation de France-Afrique doit évoluer. Puis à chaque élection présidentielle, que ce soit Hollande ou que ce soit le président Macron, on nous promet une refonte des relations de France-Afrique et des relations d'égal à égal. Et on est toujours dans cette relation de paternalisme. On est toujours dans cette relation inéquitable, j'ai envie de dire, entre nos dirigeants puis les puissances occidentales. Tu mentionnais tout à l'heure le franc CFA. Le franc CFA, savais-tu que la monnaie était imprimée en France? Ben oui. OK. On a discuté de ça la semaine dernière. Comment peux-tu te déclarer indépendant quand tu n'as même pas la maîtrise de ta propre monnaie? Et le franc CFA est indexé à l'euro. Et c'est le Trésor public qui garantit justement cette monnaie-là. Comment peux-tu te déclarer... Donc on est encore loin de sortir de la France-Afrique. C'est aussi peut-être un problème de mentalité. Je pense qu'il y a aussi peut-être un complexe d'infériorité vis-à-vis de nos dirigeants. Il y a des pays comme le Burkina et puis le Mali qui ont changé la langue officielle. Absolument. C'est plus le français, ils ont changé de langue officielle. Est-ce que justement, c'est pas un début pour sortir? Il y a une révolution qui est en marche, clairement. Il y a une révolution au niveau des mentalités, puis la jeunesse adhère aussi à cet élan-là. On a le cas du Niger également, qui a renversé le président Bazoum, qui n'a toujours pas remis sa lettre de démission aujourd'hui, donc il est toujours officiellement président. Il y a plusieurs États aussi soutiennent Bazoum, La France, entre autres. La France, entre autres. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche en interne à Bazoum? En tout cas, une partie de la population lui reproche justement ses liens peut-être trop étroits avec la France. Donc... Moi, ce qui me pose aussi problème, c'est que la France a beaucoup crié pour le cas du Niger, mais pas pour le Tchad, par exemple, ou Absolument. Avec Brice Oligui aussi, je trouve que... C'est un peu l'enfant chéri maintenant de la France. Mais c'est ça, on choisit quel est je ne sais pas que c'est la démocratie à géométrie variable, mais
quand Idriss Déby est décédé et que son fils a pris la succession, on peut dire ça comme ça, il a été accueilli à bras ouverts par la communauté internationale, puis personne n'a crié à un tour de passe-passe démocratique. Tout comme fut le cas également au Togo, où le père est décédé, puis c'est le fils qui prend la succession. Donc, ils ont été accueillis, ils ont été félicités par les chefs d'État. C'est des alliés de la France. Puis, subitement, au Mali, on a eu un coup d'État, certes. Puis là, la communauté internationale met une pression à ce que le Mali fasse des élections, tout en sachant qu'une partie du territoire n'est pas sous le contrôle du gouvernement, de l'armée. Donc, d'un côté, tu imposes la démocratie comme étant le principe sine qua non. Puis, de l'autre côté, on ferme les yeux sur des actes non démocratiques, ce qu'on appelle un peu des régimes hybrides. On mélange des éléments de démocratie avec des éléments autoritaires. Le Gabon, qui est un autre exemple de... L'élection a eu lieu, puis le président a été accueilli, tout en sachant que la dynastie Bongo, ça fait à peu près plusieurs années quand même. Un demi-siècle, presque 50 ans qu'ils sont au pouvoir. Président moribond, qui pardon à mes amis congolais, là, mais, non, gabonais. Pardon, gabonais. Pas congolais. Mais tout le monde sait que l'élection était truquée. Elle a été truquée en 2009, elle a été truquée en 2016, puis actuellement en 2023. Justement, la mise en place aujourd'hui, on voit plusieurs gouvernements, plusieurs États qui ont des gouvernements militaires. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne chose? Et est-ce que ces militaires-là vont facilement mettre en place des systèmes démocratiques ou mettre en place des élections? C'est une bonne question. Je ne saurais pas dire si c'est une bonne chose ou si ce n'est pas une bonne chose. Il est certain que les coups d'État ont été faits dans un cadre particulier. Si on compare le cas du Burkina Faso, le cas du Mali, le cas du Niger également, qui sont des pays très pauvres, per capita, versus le Gabon, qui est un pays quand même plus ou moins stable économiquement parlant, les motifs sont différents. Là, on a une population, effectivement, qui a un ras-le-bol de voir différentes puissances s'approprier les ressources du pays sans partage équitable. Donc, le président de l'époque, Ibeka, était très décrié. Il y a eu un mouvement civil qui a appelé justement à son départ avant la prise, avant le coup d'État militaire. Il va sans dire que les militaires, à un moment donné, doivent restituer le pouvoir à la population. Si on veut rester démocratique. Si on veut rester démocratique. Mais encore une fois, je fais attention à l'élection. Parce que l'élection, tu peux avoir des élections, puis on a vu le cas dans différents pays africains. C'est pas un gage de démocratie. On va en parler tout à l'heure aussi, parce que c'est le cas aujourd'hui. En République démocratique du Congo, il y a des élections. On va essayer de discuter avec ça aussi. Je vais quand même réouvrir cet autre chapitre qu'on a commencé lors de la dernière émission avec toi. Nous remarquons depuis un certain moment une vague de putsch, de coups d'État en Afrique, en Afrique francophone, notamment en Guinée, au Mali, au Niger, au Gabon récemment, au Burkina Faso aussi, d'ailleurs à des reprises. Selon toi, c'est quoi vraiment la cause? Est-ce que c'est le peuple qui en a marre, c'est le ras-le-bol du peuple, mais qui est matérialisé via l'armée? Ou c'est quoi? Je pense avoir répondu à ça un peu plus tôt, mais le ras-le-bol est là. La pauvreté endémique, la corruption, ce sont autant de facteurs que la société civile voit au quotidien, puis les souffrances, effectivement, les souffrances de la jeunesse. Certes, on est dans des pays africains, mais c'est pas pour autant que la jeunesse n'est pas informée de ce qui se passe mondialement. On fait partie aussi de la globalisation, de la mondialisation. Les réseaux sociaux permettent aux gens de s'informer des différentes problématiques qui existent dans le pays. Et je pense que, comme tu l'as mentionné en début d'émission, beaucoup d'Africains subsahariens partent en exil. Et ce mélange de tout ça fait qu'il y a un désir de changement qui est légitime. Est-ce que ça passe par le bras armé? Je ne suis pas certaine que ça passe par le bras armé.
toute révolution doit passer par le peuple. C'est le peuple qui doit se soulever par lui-même. Ça s'est fait avec Blaise Compaoré. Ça s'est fait avec Blaise Compaoré. Une fois que le coup d'État militaire ou les putschs militaires ont été faits, on doit retourner à un ordre démocratique. Donc, tenue des élections, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, l'élection n'est pas l'élément suffisant pour déclarer un pays de démocratique. Oui. Il faut que, effectivement, la liberté de la presse soit garantie. Il faut, effectivement, que l'état de droit soit garanti. Il faut d'autres facteurs qui permettent justement aux gens de pouvoir jouir des droits inaliénables qui leur sont et tant que cette garantie des droits n'est pas faite, tu ne peux pas dire que le pays est démocratique. Donc oui, on va faire des élections. Puis là, l'Égypte, on a le président qui vient d'être réélu à 89% des voix. Bon, est-ce que c'est vraiment une démocratie? Pourtant, l'élection a lieu. Donc, il faut faire attention au terme d'élection. L'élection est importante, mais quand tu fais une élection, puis tu autorises justement d'avoir une sorte de multipartisme tout en sachant que tes opposants n'ont aucune chance de pouvoir gagner, est-ce que c'est vraiment une élection? Quelle serait alors la solution face au putsch? Parce que quand on remarque, la plupart des pays, c'était des présidents qui s'éternisaient au pouvoir, avec Bongo notamment. Est-ce que tu penses que ça va s'arrêter? Ou ça va continuer cette vague des coups d'État? Je pense que le régime politique qui a été choisi par les présidents africains, ou en tout cas par les États africains au sortir des indépendances, est problématique. Okay. Quand tu as un régime présidentiel, tu es porté justement à accaparer le pouvoir. Et ce pouvoir-là se transforme même en soit un plébiscite, ou soit à une personnalisation de la figure étatique. Le régime parlementaire diffuse justement cet accaparement des pouvoirs. Si tu regardes je pense que c'est le Botswana, le Kenya, qui ont des régimes parlementaires, sont peut-être moins sujets à ce genre de soubresaut politique. Donc je pense sincèrement que le régime présidentiel... C'est ça qui pose problème? En tout cas, le régime présidentiel a tendance à basculer vers un régime autoritaire. Et ça, je pense que c'est probablement une des problématiques, le type de régime politique choisi. Okay. On pourrait peut-être penser à une réforme de ça. Éviter d'avoir des présidents qui... Il y a des États africains aujourd'hui qui ont un régime semi-présidentiel, en République démocratique du Congo, par exemple. C'est semi-présidentiel. OK. Voilà. Mais si tu prends le cas du Cameroun, qui est un régime présidentiel... Avec Monsieur Biya qui est là et qui je ne sais pas quel âge il a, peut-être 90 ans, 82 ans. Ça se peut. Il y a des élections qui vont se tenir dans pas longtemps. Est-ce qu'il va se présenter pour un 8e mandat? C'est le type de régime présidentiel qui fait ça. Okay. Il me semble. Alors, c'est l'un des événements de cette fin d'année en Afrique, la République démocratique du Congo, qui tient aujourd'hui, 20 décembre, ses élections présidentielles et législatives. Je n'ai qu'une chose à dire aux Congolais, votez utile, cher peuple. Et ceux qui sont au Canada, c'est à l'ambassade à Ottawa que vous pouvez aller pour voter et choisir le prochain président de la République démocratique du Congo. Alors, on finit par là. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Tu as parlé notamment des élections. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour garantir des élections libres et transparentes en Afrique, selon toi? On l'a dit, l'état de droit. Okay. L'état de droit, vraiment le respect de l'état de droit, le respect du multipartisme, et que les électeurs aient un choix éclairé, qu'ils savent pour qui ils votent, quels sont les projets de chacun, chacune. Et tu viens de mentionner de voter utile. Moi, je ne suis pas favorable au vote utile. Okay. Moi, je suis favorable à... OK, je vote parce que telle personne a un projet qui correspond à mes valeurs. D'accord. Voter utile, on l'a souvent fait en France. On a voté utile pour justement barrer la route du Front National. Puis on vient de voir actuellement la loi qui a été passée en France contre l'immigration, qui est une loi...
que Marine Le Pen elle-même n'aurait pas osé proposer, mais elle a été votée, cette loi-là. Ouais. Donc, sur l'immigration. Sur l'immigration. Ouais. Ça sera chaud en 2024. En 2000, je pense que c'était 2001, si mes souvenirs sont bons, on a eu le choix entre Jean-Marie Le Pen et Chirac. Et puis tout le monde nous a dit voter utile. Là, j'ai envie de dire, le choix était... le choix était plus que évident. Oui. Mais encore une fois, l'élection, les récentes élections, on a l'impression qu'on vote par dépit. On ne vote pas pour un projet ou parce qu'on a une adhésion à un projet, on vote contre quelqu'un. Le vote utile, je ne suis pas favorable. Je suis pas favorable à ça. Je suis favorable à voter pour quelqu'un qui a une vision pour le pays et qui a justement des valeurs auxquelles moi j'adhère. Un projet pour la jeunesse aussi, là. Pour revenir, est-ce que tu penses que le système avec les militaires, le système qui est un peu instauré au Mali, au Burkina, ils ont un devoir de justement remettre sur pied un bon système démocratique? Ils ont. Parce que sinon, on va retourner encore à un autre coup d'État. Avec les hommes politiques, ça ne marche pas. Peut-être qu'avec les militaires, ils vont essayer de mettre sur pied des bonnes choses. On entend souvent ça en Afrique, comme quoi, oui, les Africains ont besoin d'un système autoritaire. D'un système autoritaire. Ils ont besoin d'un homme fort pour justement... C'était le cas avec les royaumes aussi. Quand on avait des royaumes, royaume Congo et autres royaumes en Afrique, c'était des hommes qui étaient durs quand même. Je vais prendre juste le cas du Mali, encore une fois. Non pas parce que je suis malienne, mais parce que j'ai peut-être une meilleure connaissance de cette problématique-là. Dans les années 90, on a ATT qui a fait un coup d'État et qui a restitué le pouvoir au peuple. Oui. Donc l'ancien président a été érigé un champion justement de la démocratie en disant voilà, il a fait son coup d'État parce qu'il estimait que c'était la chose à faire, puis il s'est mis en retrait pour laisser la société civile reprendre le chemin. Il est revenu quelques années plus tard par la voie des urnes, donc il a eu le vote populaire, il a gagné démocratiquement. Et encore, on s'entend sur le terme de démocratie, mais il s'est mis en retrait. Oui. J'ose croire que je ne sais pas s'il est colonel ou général, je pense qu'il est, en tout cas, Assimi, celui qui a fait Assimi Goïta, celui qui a fait le coup d'État actuel, j'ai envie de croire qu'il va restituer le pouvoir au peuple. Et si, d'aventure, il serait intéressé par justement la présidence, qu'il vienne par la voie des urnes. Oui. Est-ce que c'est le cas de nombreux pays africains? Doumbouya. Je saurais le dire. Le cas du Niger est particulier. Le cas du Niger, c'est vraiment... oui, il y a des problèmes en interne, il y a des problèmes de pauvreté, mais je pense que le coup d'État, c'était vraiment un opportunisme. Voilà. Merci à toi. Je saisis l'opportunité de faire un coup d'État, peut-être pour sauver mon poste à moi. Ok. Oui, je ne peux pas l'expliquer autrement que comme ça. D'accord. C'est un opportunisme politique. Il a saisi sa chance et le coup d'État a eu lieu. Maintenant, il faut voir ce que l'avenir nous réserve par rapport à ça. Mais le mot de la fin, puisque je sais qu'il est temps de rendre l'antenne, c'est peut-être faire en sorte que les Africains aient aussi l'espoir d'arriver chez eux. Oui. Moi, ça me fend le cœur de voir les gens mourir dans la Méditerranée ou d'être réduits en esclavage en Libye. Oui. Ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est des vies humaines qui sont perdues à cause de peut-être l'inconscience de certains de nos dirigeants. Et que l'Union africaine, qui se dit comme une garante des droits du peuple africain, ne bouge pas le petit doigt. Soit muette, ça... Malheureusement. Je suis très content de t'avoir reçu. Merci à toi de m'avoir invité. Et merci à vous, cher peuple, d'avoir suivi ces balados. C'est la dernière émission de l'année 2023 à la radio. Donc on se revoit en 2024. En 2024, espérons que ce sera à la radio. Et merci à la programmation de la radio pour l'opportunité. J'ai travaillé avec des super professionnels, avec Kevin, avec Guillaume. Et
le reste de l'équipe de la radio. Merci à vous également, cher peuple, d'avoir toujours été là pour moi. Et merci à toi. Merci à tous mes invités qui sont passés dans la tribune pour le peuple. Je pense notamment à Dominique Trudel qui était ma première invitée. Rendez-vous l'année prochaine, en 2024, à la radio, peut-être. Et chaque dimanche sur YouTube, joyeuses fêtes et prenez soin de vous, chers amis. Et comme je l'ai dit toujours, demain sera meilleur. Merci à toi. Merci. Prenez soin de vous, puis bonne année. Bonne année.